c'est un extrait de la performance d'Aya Nakamura pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024. Et ça a pas mal fait réagir. Je préfère la Traviata à cette énorme chanteuse malienne. C'était une provocation. Je ne pense pas qu'Aya Nakamura fréquente assidûment l'Académie française. Elle ne chante pas français, elle ne chante pas étranger non plus. Qui parle pas français. Et selon les pays où qu'on va, ils parlent pas le même étranger. Et c'est un truc assez courant dans le monde de l'art. Si on en croit les réseaux, il y a comme un goût de fin sur la culture artistique. On ferait plus d'œuvres aussi belles et iconiques qu'avant, on aurait fini par tomber dans une culture commerciale qui privilégierait les goûts du plus grand nombre aux dépens de l'âme des œuvres et des artistes. Il y en a même qui disent qu'ils seraient morts. Mais dans ce cas, qui l'aurait tué ? En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Plusieurs choses avant de commencer. Alors, on va prendre un angle très occidentalo-centré, mais si vous avez des visions d'autres cultures à apporter, lâchez vos meilleurs commentaires. On va toucher à plein de sujets, mais moi je suis musicien, ça fait 20 ans que je fais de la musique et que je continue de l'étudier, donc c'est le sujet sur lequel je suis le plus bavard. Mais tout ce qu'on va dire là, c'est valable pour toutes les formes d'art. Art, ça vient du latin ars, artis, et pendant la majorité de l'histoire, ça voulait juste dire un métier ou une habileté. En gros, c'est un mot qui désigne une maîtrise technique. Et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, justement, je me suis dit que c'était dommage qu'on n'ait pas d'équivalent au mot anglais craft en français. Genre le fait d'avoir un truc que t'as travaillé pendant des années et que tu maîtrises de ouf. Et à la base, art, ça veut dire ça. Et c'est le sens qu'on retrouve dans des expressions figées comme art et métier, état de l'art ou arts martiaux. Un art martial, c'est littéralement la technique guerrière. Et jusqu'à la Renaissance, les mots artisan et artiste étaient synonymes. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, et surtout en France, c'est un terme un peu pompeux qui désigne tout un tas d'œuvres qui sont surtout reconnues. Je pense que si je dis que Baby de Justin Bieber ou cette sculpture-là, c'est de l'art, il y en a en commentaire qui vont partir au quart de tour. Parce que pour nous, l'art, c'est avec un A majuscule. C'est la Joconde, c'est les Beatles, c'est le Seigneur des Anneaux. Alors que dans les faits, il n'y a aucun critère objectif, et j'insiste bien sûr, critère objectif qui dit que Bande Organisée, c'est une moins bonne chanson que Let It Be. Non mais allez-y, écrivez vos trucs, j'attends. D'après Wikipédia, L'art est un agencement humain dont le but premier est de toucher les sens et ou créer des émotions. alors pourquoi on a une vision aussi restrictive de ce qui est de l'art ou pas ? Il faut que les choses soient stables, inamovibles, et les formes d'art qui sont moins patrimoniales sont beaucoup plus dévalorisées dans la société. Tu vois. Donc au hasard, le spectacle vivant, plus difficile à patrimonialiser, le théâtre, la danse, la musique, à l'inverse de effectivement de la littérature classique ou de l'architecture, parce que ça c'est quand même un gros morceau du politique de la culture en France. Par exemple visiter un château, tu vois. Et c'est très important, mais c'est une forme de culture parmi d'autres. Et c'est intéressant cette notion de patrimoine culturel. L'art, c'est plus la technique, c'est plus ce qu'on crée, c'est ce qu'on juge digne d'être conservé. Et ça, en vrai, ça commence un peu avant le 19e siècle, avec la création des académies. Vous savez, l'Académie française, tout ça là, ça date de Louis XIII ce bail. Du coup, logiquement, à la base, on parle d'académie royale. Ça va commencer avec la création de l'Académie française dont le but est de donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Bon après, faut croire qu'ils sont pas mal foirés apparemment parce que le français de 1633, il a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Mais le plus drôle, c'est qu'à la base, c'est juste un club de lecture. Genre, c'est des mecs lettrés qui se réunissent autour du secrétaire du roi pour parler de leur dernière lecture. Et genre, le cardinal Richelieu, le méchant des Trois Mousquetaires, là, il se dit que ce serait pas mal que le gouvernement royal ait le contrôle sur la langue qui commence à devenir celle de la politique européenne de l'époque. Mais la couleur est posée dès le départ. Dans une des premières lettres officielles de l'Académie au cardinal de Richelieu, on peut lire que Les fonctions de l'Académie seront de nettoyer la langue des ordures qu'elle a contractées, ou dans la bouche du peuple, ou dans la foule du palais, et dans les impuretés de la chicane, ou par les mauvais usages des courtisans ignorants, ou par l'abus de ceux qui la corrompent en l'écrivant,
et de ceux qui disent bien dans les chairs ce qu'il faut dire, mais autrement qu'il ne le faut. Les mecs ont vraiment pas bougé d'un iota en presque 400 ans. Est-ce que ça a un rapport avec le sujet de la vidéo ? Non. Est-ce que je voulais juste envoyer un scud gratuit à l'Académie française ? Bah oui, on devrait tous faire ça. Mais du coup, c'est la toute première académie, et les autres vont très vite suivre. Celle de peinture et sculpture en 1648, alors, les arts plastiques, parce que le grec plastikos façonnait comme le plastique qui peut prendre n'importe quelle forme. Non, je trouvais juste l'info intéressante, c'est tout. Alors, ensuite, on va avoir l'Académie royale de danse, celle des inscriptions et belles-lettres, celle des sciences, et puis tout un tas d'académies en dehors de Paris aussi. L'origine de ces bails, à part l'Académie française, c'est que les nouvelles élites citadines de l'époque veulent avoir accès à la culture comme les nobles. Du coup, on va créer ces académies, inspirées des académies italiennes de l'époque, pour faire se rencontrer des lettrés, des artistes et permettre les échanges et la diffusion de la culture. Aux autres élites lettrées, pas aux bouseux. Sauf l'Académie française, eux, ils voudraient juste que le français il soit comme ils ont décidé que ça devrait être. L'art n'est pas régi par ces académies, au contraire, on favorise les échanges créatifs. Il y en a même certaines qui acceptent les femmes, au XVIIe siècle, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est pour ça que les scientifiques et artistes français commencent à avoir la cote à l'époque. On crée un environnement qui favorise la création, la recherche et les échanges. Mais ça reste quand même réservé à une micro-minorité de la population. Donc l'art, à ce moment, a toujours pas le statut et l'aura qu'il a aujourd'hui. Alors, vous aurez remarqué que j'ai parlé d'académie royale. Et en 1789, un événement assez anecdotique de l'histoire de France va faire que tout ce qui a trait à la royauté est pas de ouf bien vu. On va réformer toute la société, instaurer un nouveau calendrier. D'ailleurs, vous saviez que dans Pokémon X et Y, les grandes avenues d'Illumis, la ville qui représente Paris là, elles ont des noms de mois du calendrier révolutionnaire en VF, genre Thermidor, tout ça là. Désolé, ça fait littéralement 10 ans que j'essaie de le caser dans une vidéo et j'y suis enfin arrivé. Mais bref, si j'avais l'air de décrire les académies comme des lieux d'égalité idyllique, c'était pas réellement le cas. Pour certains arts, comme la musique ou la sculpture, avant les académies, ils dépendaient de corporations. C'est des groupes professionnels avec un monopole sur leur domaine, et si vous voulez avoir un espoir de vivre de votre art, au sens originel de maîtrise pratique là, il y a de grandes chances que vous soyez obligé de faire partie d'une corporation. Et les académies vont un peu garder le même fonctionnement, ça va tourner au népotisme et à l'entrisme. On va demander aux gens de fournir un chef-d'œuvre pour se légitimer. À la base, un chef-d'œuvre, c'est une démo technique pour prouver que vous pouvez avoir le niveau de maître dans votre art. Et avec le temps, ça a glissé pour vouloir dire une œuvre de ouf gueudin. Mais à l'époque, c'est plus ou moins l'équivalent d'un examen d'entrée. Mais du coup, ça colle pas trop aux idéaux de la Révolution, tout ça. Donc on va réformer ces académies en les transformant d'abord en instituts, avec des structures différentes, mais le terme académie va finir par revenir. Si on reprend le dictionnaire de l'Académie française, d'ailleurs, on rappelle qu'un dictionnaire, ça décrit l'usage d'un mot, non sa supposée validité, le mot art est uniquement utilisé pour définir la technique et les sciences dans ces 4 premières éditions. On doit attendre la 5e de 1798 pour voir inclus ce qu'on désigne comme art aujourd'hui. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression les beaux-arts. J'avais jamais fait gaffe à quel point ce nom était chargé en fait. À la base, les beaux-arts c'est défini comme les arts permettant d'imiter la nature, comme la peinture, la sculpture ou l'architecture. Tout un tas d'artistes et philosophes vont continuer à réfléchir à ce qui compte comme de l'art ou pas, on va inclure des trucs, en virer, jusqu'à arriver à cette petite liste proposée par Étienne Souriau, un philosophe français, en 1969. Si vous vous demandiez pourquoi on parle du 7e art pour parler de cinéma, ça vient de là. Alors, d'aucuns me diront que cette liste est beaucoup plus longue aujourd'hui, qu'on a la BD, le jeu vidéo, la radio dedans et tout un tas d'autres trucs, mais cette liste, c'est la dernière fois qu'on a essayé de classer les beaux-arts. C'est un genre d'outil de légitimation, d'où le fait qu'on essaie de rajouter de nouveaux arts régulièrement. Mais c'est plus du tout le même état d'esprit. Ça a plus vraiment de sens aujourd'hui, puis il y a tellement de formes d'art possibles et émergentes qu'il faudrait mettre la liste à jour tous les 2 mois. Bref, comme on disait, l'art à la base, c'était juste la maîtrise technique de quelque chose, et maintenant, c'est une expression par la création qui provoque quelque chose chez les gens. Et dans l'imaginaire collectif, c'est aussi, et surtout, l'art reconnu par les institutions. Alors pourquoi on donne autant de poids à ces institutions et à leurs critères ? Pourquoi il y en a qui s'énervent quand on dit qu'une chanson de Weshden est une œuvre au même titre qu'une peinture de Van Gogh ? Il y aurait le bon art raffiné, subtil, puis il y a le mauvais art, vulgaire, simpliste.
Aujourd'hui, ce pouvoir de consécration, il est beaucoup plus informel. Alors, il passe, oui, par le monde de l'école, par le monde de l'université, les départements universitaires qui se piquent d'esthétique, de musicologie, ont un certain pouvoir de consécration. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est sans doute pas le plus important. Le pouvoir de consécration le plus efficace, mais le plus diffus, il est beaucoup lié au pouvoir de la presse spécialisée comme la presse généraliste, hein, qui dispose d'un pouvoir diffus mais réel de séparation et de hiérarchisation dans les productions culturelles. Hier comme aujourd'hui, ça reste quand même une minorité de gens qui ont le pouvoir de décider de ce qui est de l'art ou pas. Alors, on se base sur leurs critères, peu importe les formes d'art. Il y avait déjà une idée assez arrêtée de ce qu'était l'art et de qui pouvait s'en revendiquer. Mais le clivage s'est encore plus accentué avec l'apparition de la culture de masse. La culture qu'on peut produire en masse. Donc pas forcément la culture populaire. Genre la presse, la photographie, les romans et ensuite la radio, le cinéma et tout ce qui a suivi. Et tout ça, c'est pas super cadré, hein, c'est accessible à tout le monde. Tout l'inverse de l'art académique régi par le pouvoir officiel et les institutions. Parce que cet intérêt du monde politique pour l'art, c'est un peu ça, hein, la vraie exception culturelle française. Oui, les académies royales sont d'inspiration italienne, mais c'est vraiment en France qu'elles atteignent ce rôle de gardienne du patrimoine artistique. Parce qu'on le rappelle, l'art avec un A majuscule, c'est surtout ça, du patrimoine, ce qui mérite d'être conservé et transmis aux générations futures. Et avec l'avènement de la culture de masse, commodifiée et commerciale, ces questions de ce qui est du vrai art ou pas sont encore plus tendues. D'un côté, on aurait l'art, le vrai, et de l'autre, des produits commerciaux. Et c'est une critique qui est toujours très vive aujourd'hui, hein. Pour dire à quel point les institutions façonnent notre vision de l'art depuis 3 siècles, si je vous fais écouter ça. Alors, en France, on va avoir tendance à classer ça dans la catégorie musique du monde, la musique qui rentre pas dans les canons esthétiques occidentaux. Alors que, c'est la musique écrite qui date d'entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est de la musique classique, quoi. Mais on le voit pas comme ça. Pour nous, la musique classique, c'est la musique faite par un orchestre symphonique occidental. La vraie musique sérieuse, belle, qui fait des chefs-d'œuvre. Ça a tellement d'aura que des artistes populaires finissent souvent par faire un album ou un concert avec un orchestre symphonique. Ça permet effectivement plus de choses qu'avec un groupe de musiciens standard, mais ça donne aussi une aura de vraie musique aux œuvres. Et c'est là qu'on va être obligé d'invoquer Bourdieu et le concept de culture légitime. Si vous voulez un jour vous intéresser à la socio, vous serez obligé de passer par la case Pierre Bourdieu. Ses travaux ont posé les bases de la socio moderne et ils continuent d'être une référence sur beaucoup de sujets, comme la culture justement. Et Bourdieu, du coup, il a introduit tout un tas de concepts, comme celui de culture légitime et celui de capital culturel. Et ces deux concepts vont pas mal nous servir pour la suite. On va commencer avec la culture légitime. Alors, c'est, en gros, la culture qui est reconnue comme légitime aux yeux de gens d'un même groupe, voire de la société. C'est ce fameux art avec un A majuscule. Genre, ça... c'est du vrai art. Par contre, si tu mets la chanson en entier, pouf, magie, plus de l'art. Le bon goût, c'est pas un truc naturel avec lequel on est, hein. C'est pas un truc universel non plus. Le bon goût, c'est juste un consensus, c'est ce qui est validé par votre entourage, c'est la culture légitime. Ça reste affirmer sa personne. C'est pas pour rien que dans le mot auteur, il y a autorité. C'est quand même quelque chose qui est présent dans l'étymologie du mot. D'ailleurs, c'est subtil les différences entre un auteur et un écrivain pour cette raison-là. Mais je pense que effectivement, c'est surtout visible chez les politiques. Lorsqu'ils publient des livres, c'est une manière de construire sa personne publique et voire de rétablir un peu cette autorité. Dans cette atmosphère désespérante autant que menaçante, j'ai soudainement éprouvé le besoin de m'agenouiller au bord de mon lit. J'ai prié. C'était très visible dans le cas de Sarkozy. On est habitués, nous, culturellement, dans la société française, à ce que ça représente d'écrire un livre et les idées qui sont autour.
Et notamment après un emprisonnement comme, comme le sien, où c'était très facile pour lui de se mettre en scène comme une sorte de cri de révolté face à l'injustice. Donc c'est des choses qui circulent dans la culture française, en fait, ces idées-là, et il pouvait très facilement s'appuyer dessus pour construire un récit médiatique. Mais c'est marrant parce que le phénomène inverse existe aussi. Hein. Si je dis art contemporain, on a tous des images de trucs chelous, voire abstraits qui nous viennent. Des fois, c'est juste trop déconnecté de la culture populaire. C'est légitimé par certaines institutions, mais on nous a pas appris ça à l'école. Ça nous a pas été transmis par nos parents. Non, la plupart des cas en tout cas. Et le côté flou et le sentiment qu'on est obligé d'analyser pour apprécier, ça donne l'impression que c'est au mieux un genre de délire bourgeois poète-poète, au pire une grosse boucle de blanchiment d'argent. Comédienne, la célèbre banane scotchée à un mur blanc par un ruban adhésif gris s'est vendue à plus de 6 millions d'euros récemment. Là, pas de souci. L'art bourgeois, on le voit, on l'aime pas. L'art, c'est ça, quand. C'est rigolo d'ailleurs, parce que pour ce qui est des peintures et sculptures, on oppose toujours ces œuvres à des pièces classiques qui reproduisent à l'identique de vrais trucs ou de vrais gens. Comme si le vrai talent, c'était juste de pouvoir reproduire le réel. C'est stylé, c'est technique et une performance de ouf. Hein, mais la création, ça se limite pas à ça. Ça, c'est plus une considération de technicien que d'artiste. On est dans la célébration de la technique, pas de l'art lui-même. Et c'est pareil dans tous les domaines. Dans les années 2000, une grosse partie du monde musical se hypait sur le groupe Dragon Force. Parce que oui, techniquement, c'est incroyable. J'ai aucun zikos dans mon entourage qui peut jouer comme ça. Mais la technique fait pas tout, hein. Si à la fin ça raconte rien, on quitte le domaine de l'art pour s'enliser dans celui de la démo technique, le chef-d'œuvre des académies royales. Attention, je dis pas que faire des trucs techniques veut absolument dire que c'est nul ou pas de l'art, hein. C'est le but inverse de cette vidéo. Je dis juste que la technique pour la technique, c'est pas très intéressant, quoi. Et le fait de dire ce qui est de l'art ou non, ce qui a le droit d'être appelé un chef-d'œuvre, qui peut se proclamer artiste, dire que ça c'est de la merde et ça c'est un banger, c'est quelque chose de très politique en fait. J'ai parlé des institutions, mais politiquement, l'art a toujours eu un rôle important, surtout la définition de ce qu'est l'art véritable. Du coup, je m'excuse d'avance, mais... Vous allez pas y couper, on va devoir parler des nazis. Avant même leur arrivée au pouvoir, ils vont avoir l'art moderne dans le viseur. Ils reprennent l'expression « art dégénéré », apparue au 19e siècle pour désigner toutes les formes d'art de l'époque, comme le romantisme, le naturalisme, qui seraient les conséquences d'une dégénérescence de la société. Et ça englobe plein de trucs. Hein. On va retrouver des gens comme Baudelaire ou Wagner là-dedans. Après... Baudelaire, j'avoue, pour l'époque, il était un peu énervé. Ma femme est morte. Je suis libre. Je puis donc boire tout mon soul. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Et misogyne. Un peu. Un petit peu. Mais quand les nazis reprennent le concept, c'est surtout pour dénoncer l'influence des personnes juives et noires sur la culture allemande qui serait pure et noble. L'art, c'est pas le jazz ou des gribouillis, c'est les grands sculpteurs et musiciens classiques européens au sang pur, dont certains rentraient dans cette définition d'art dégénéré quelques années plus tôt. Le but affiché est absolument la propagande, hein, mais cette idée qu'il y a le bon art et le mauvais, qu'il faut absolument détruire, et ces artistes avec, va servir d'arme au régime nazi pour contrôler toujours un peu plus tous les aspects de la société. Ce que vous appréciez, ça aussi, ça doit être approuvé par le gouvernement, par la société, par les institutions. Quand on pense par exemple à ce qu'étaient les artistes sous le nazisme ou à ce qu'étaient les artistes sous le stalinisme, et bien finalement, ou sous Poutine par exemple, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et ils sont très vite écrasés. On les met en prison, on les isole, on les muselle. Le pouvoir politique totalitaire est un pouvoir qui commence souvent par tuer la critique artiste, hein, ce qu'on appelle la critique artiste, hein. Parce que les artistes sont ceux qui ont, comme les scientifiques des sciences sociales, ce sont ceux qui peuvent avoir un regard un peu extérieur et décalé. Par exemple, les gens de théâtre, le théâtre est un art typique, qui est un art très critique. C'est un art qui gêne,
Et c'est un art qui n'est plus du tout soutenu aujourd'hui en France. Les hommes politiques, là, le dernier ministère de Rachida Dati, les hommes politiques ne soutiennent pas les créateurs de théâtre qui sont critiques politiquement. Donc voilà, les hommes politiques se méfient aussi beaucoup des artistes parce que ce sont des électrons libres, par définition. Alors, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Avoir des institutions ou être un gros snob, ça fait pas de vous un nazi. Par contre, essayez de contrôler ce que les gens apprécient, dicter ce qui a le droit d'exister ou pas. Voilà. Après, je dis pas, vous avez le droit de pas aimer, c'est pas le sujet. Perso, j'ai absolument aucune affinité avec la peinture. Tu peux me montrer n'importe quel tableau, je vais trouver ça joli ou non, mais j'en ai rien à carrer en fait. Mais c'est pas grave, c'est mes goûts. C'est peut-être pas les vôtres, ou c'est peut-être les vôtres d'ailleurs, mais c'est pas pour autant que je vais décider que la peinture, ça a aucun intérêt et que ça devrait pas exister. On est tellement matrixé par cette idée qu'il y a le bon art et le mauvais, et on a tellement peur de se retrouver du mauvais côté, et de potentiellement être rejeté ou jugé par nos pairs, qu'on peut avoir des réactions démesurées face à cet art illégitime, pour bien montrer qu'on est du bon côté, justement. C'est un peu comme le concept de plaisir coupable à propos de l'art. On va reconnaître, apprécier des œuvres et des artistes considérés comme pas ouf, mais en le sachant. Genre, oh là là, oui, j'avoue, j'aime Jul, mais pas premier degré, hein. En vrai, c'est juste parce qu'en fait, il fait des trucs, c'est un peu bizarre. C'est bizarre, d'aimer un truc, mais pas premier degré, genre, assumez ou pas, mais faites pas de l'entre-deux chelou, je sais pas. Perso, j'adore une grosse partie de la filmo de Michael Bay. Et la série Fast and Furious aussi. Hein. Est-ce que c'est bas du front et de gros défouloirs militaristes à plusieurs centaines de millions ? Oui. Et est-ce que ça m'empêche d'adorer ça ? Ben non. Il y a un genre de rejet collectif de l'art non légitime. Hein. On a parfois l'impression que les gens veulent s'empresser de montrer qu'ils aiment pas non plus pour prouver qu'ils sont du bon côté de l'art. On se répète, mais c'est important de le dire. Et on va illustrer ça avec un exemple que tout le monde comprendra. Cette cérémonie d'ouverture des JO 2024 en a énervé plus d'un, pour beaucoup de raisons, mais on va parler d'Aya Nakamura en particulier. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est l'artiste féminine française la plus écoutée en France et à l'étranger, et ce depuis plusieurs années. Et pour plein de raisons, elle génère aussi énormément de haine en ligne. Elle est très peu, voire pas du tout discutée dans la presse artistique, peu présente dans les médias français, et malgré ça, c'est elle qui domine le top 50, comme on disait dans l'ancien temps. Que vous l'aimiez ou pas, c'est pas la question. Elle fait de la pop urbaine, bon, je parlerai pas de ça aujourd'hui, mais il faudra quand même qu'on en parle un jour. Utilise un argot de jeunes de milieu populaire qui parle pas à tout le monde non plus. Ça intrigue, voire ça peut rebuter. Moi-même, je comprends pas toujours tout, parce que j'ai 40 ans dans 3 ans, ça me fait me sentir vieux, mais c'est la vie. Et justement, voir la plus grosse artiste féminine française qui est H24 accusée de ne soi-disant pas chanter en français, sortir de l'Académie française, accompagnée de la garde républicaine en reprenant du Aznavour avant d'enchaîner sur la chanson qu'il a à la fois fait connaître mais aussi le plus critiquer. Désolé, mais en termes d'expression artistique avec plusieurs couches de symbolisme, on se pose là quoi. La simple annonce de sa participation a enflammé Internet, et sa prestation aussi. Cette performance a même été prise comme une insulte par certains, parce que, pas du vrai art, pas de la vraie musique, ça aurait été de la torture pour la garde républicaine. C'était pas du tout une humiliation pour la garde républicaine. Bien sûr que non. Avec Aya Nakamura et de chanter avec elle. Au contraire, c'était un grand bonheur. Bref, pour certains, c'était ni à faire, ni à refaire. Alors que Lady Gaga qui écharcute le français au bazooka juste avant, là, ça va apparemment. C'est exprimé de manière très brutale, je pense, autour d'Aya Nakamura, une forme de, j'ai envie de dire, de mépris de classe, mais aussi une forme de racisme, faut pas être naïf, qui nous ramène quand même à l'idée que ces questions artistiques, ces questions culturelles, elles sont pas si anecdotiques que ça sur le plan politique. Elles disent quand même beaucoup du niveau de fracture et de conflictualité qui peuvent exister dans notre société. Je reviens au moment, à tout ce qui a entouré la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. S'exprimer quand même là une espèce de violence autour de questions culturelles qui était une violence politique pure. Il n'y a pas de raison objective au fait que vous aimiez pas Aya Nakamura, au-delà du fait que
c'est une musique dont vous n'avez pas les codes, et ça joue toujours. Elle est excessivement populaire sans que vous compreniez pourquoi, et puis vos propres biais par rapport à elle et ou à sa musique. Vous savez quoi, allez, c'est le moment où c'est le zbeul dans les commentaires. Je vous mets au défi de me dire en quoi Copine d'Aya Nakamura est une moins bonne chanson que Let It Be des Beatles. Je rappelle qu'une chanson, c'est tout un tas de choses. Donc les mélodies qu'on a choisies, les instruments, y compris la voix, comment ils jouent ensemble, le rythme, etc. Les paroles, c'est important pour la plupart des gens, parce que c'est le seul truc avec lequel ils peuvent vraiment créer du lien dans une chanson, mais c'est un détail au milieu du reste. Donc, sans me dire, oui, mais les paroles, allez-y, expliquez-moi objectivement pourquoi les Beatles seraient mieux. J'attends. Et j'attends avec impatience de lire vos commentaires. Félicitations à vous, du coup, vous êtes totalement à contresens de la presse musicale des années 1960. Les Beatles, quand ils arrivent, c'est littéralement l'équivalent des One Direction de l'époque. Leur public, c'est surtout et avant tout des adolescentes, et les adultes comprennent absolument pas le délire. Et aujourd'hui, si vous avez le malheur de dire que vous les aimez pas, il y a quand même de grandes chances que des darons qui ont entre 30 et 60 ans vous tombent sur le rable pour vous expliquer à quel point vous avez rien compris à la musique. Comme Elvis ou Johnny Hallyday d'ailleurs, qui sont aussi passés de chanteurs pour adolescentes de leur époque à mecs morts dont le public d'aujourd'hui est quand même pas mal composé de mélomanes snobs. Les critiques contre les musiciens récents qui sortent des codes effleurent aussi souvent le c'était mieux avant. L'art aujourd'hui, c'est pas du vrai art de mon temps. Les Beatles, ça c'était de la vraie musique. C'est pas comme ces nouveaux groupes qui ont pas de vraie personnalité là. Et c'est marrant, encore une fois, parce qu'il y a un autre truc auquel je pense souvent. C'est la mi-temps du Super Bowl de 2022. On a tous nos trucs chelous auxquels on pense souvent, me jugez pas. Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football états-unien. Et depuis plus de 30 ans, il y a toujours un énorme spectacle à la mi-temps, avec un ou plusieurs gros artistes du moment. Genre en 2026, c'était Bad Bunny, qui a pas mal fait jaser dans les chaumières d'ailleurs. Et en 2022, les têtes d'affiche, c'était Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Eminem. Et les réactions du public étaient assez marrantes en vrai. Enfin, je parle pas de certains qui hurlaient à l'ensauvagement de la société à cause de quinquagénaires multimillionnaires qui chantent sur une des plus grandes scènes du monde. Non, je parle du public d'origine de ces artistes. D'aucuns diraient qu'on a rarement eu une réunion d'artisans du hip-hop aussi légendaire, mais moi j'ai envie de dire que c'était littéralement l'équivalent de Star 80 pour les millennials. Oui, voir tous les grands noms de mon adolescence sur scène ensemble, c'est une dinguerie, mais justement, c'est les grosses restats de mon adolescence. C'est exactement la même chose que vos darons qui se hype pour un concert avec Émile et Images, Lio ou Plastique Bertrand. Dans les deux cas, peu importe vos goûts, c'est les artistes de la jeunesse de quelqu'un. Et dans les deux cas, c'est des artistes qui étaient pas de ouf respectés à leur début, parce que musiciens pour une jeunesse décérébrée qui a pas les vrais goûts de ses aïeux, qui a elle-même fini par devenir ses aïeux, qui critique les artistes de la jeunesse d'aujourd'hui, qui a pas les vrais goûts véritables des vrais artistes qui étaient Usher ou Willy Denzey. Je veux dire, le festival Kermesse existe. Et je dis pas, voir Leslie et Amine chanter Sobri en live, ça me saucerait grave. Mais c'est littéralement la même chose. Pour revenir au rap, c'était d'autant plus intéressant parce que c'était un genre particulièrement méprisé et critiqué à ses débuts. Alors qu'aujourd'hui, déjà c'est le genre qui vend le plus un peu partout en Occident, dont en France, mais en plus, on se retrouve avec des grands darons qui nous expliquent que le HIP, HOP d'aujourd'hui, c'est plus de la vraie musique, alors que dans leur temps, on savait ce qu'on faisait. Tous les courants artistiques, avec le temps, se construisent un canon, en quelque sorte, un espèce de socle référentiel à partir duquel on va juger toutes les productions postérieures. Alors,
je pense que ça va au-delà de la simple nostalgie. C'est simplement qu'à partir du moment où une forme esthétique s'est consolidée dans la vie sociale et culturelle, eh bien, il y a des références qui se construisent et qui se diffusent auprès des publics, mais aussi auprès des acteurs de ce monde de l'art, et auxquels, implicitement ou non, consciemment ou non, les uns et les autres se réfèrent. Le rock à l'époque de Bourdieu, on disait un art en voie de légitimation, donc il y a le processus qui est en cours, comme la bande dessinée, si vous voulez. Et maintenant, ce sont des pratiques culturelles qui ont pénétré les institutions et qui sont consommées par des gens qui sont dans les institutions ou qui ont profité de ces institutions, donc des milieux plus cultivés. Et alors, ce qui rend un art classique, c'est précisément, donc je me répète un peu, mais c'est ce qui les fait rentrer dans les institutions, et c'est ce qui les fait durer. Là, on tient bien l'idée de légitimité, de légitimation. C'est un processus d'institutionnalisation qui permet aux choses de durer et de se transmettre. Parce que le propre d'une institution, c'est justement de transmettre, et on transmet ce qu'on considère comme essentiel, sinon on ne le transmet pas. Mais on n'est pas les premiers en fait, hein. Nos parents disaient déjà ça quand on était ados. Leurs parents, pareil. Et ainsi de suite jusqu'à, depuis l'apparition de la culture de masse en fait. Hein. Sans parler des gars qui chouinaient à propos de l'art dégénéré parce qu'ils sont vraiment à part, l'art évoluait pas aussi vite avant. On n'avait pas de grosses stars de la musique qui étaient remplacées tous les 5 ans comme depuis un siècle. Pareil pour les écrivains, les dessinateurs, les graveurs sur verre, etc. Et avec Internet, ça va encore plus vite. Mais c'est pas forcément négatif. C'est tellement normalisé qu'on se rend pas compte, je crois. Hein. Quand j'étais au lycée il y a 20 ans, par exemple, et que j'ai commencé à écouter de la musique japonaise via des openings d'animés, c'était une galère sans nom pour s'en procurer, légalement ou pas d'ailleurs. Hein. Genre, ou vous deviez passer par des sites ultra chelous qui menaçaient de flinguer tout votre PC, ou alors commander en import et ça vous coûtait un rein. Alors qu'aujourd'hui... Anto, tu me dis un opening d'animé. L'opening de Dan. Ok. Lequel ? Seul, l'unique. Le premier. Le deuxième. Le deuxième ? Tu préfères le deuxième, toi ? En fait, ouais. Attends. C'est avec la voix. Vraiment, cette vidéo, on va se faire striker de l'infini. Hein. On a tous accès à la musique, aux films, aux livres, aux dessins d'artistes du monde entier, quand on veut. Alors, tant qu'on a accès à Internet, obviamente. Après, le concept de capital culturel continue d'exister. C'est pas parce qu'on a accès à tout que tout le monde ira tout voir. Les publics, malgré tout, n'ont pas les codes pour avoir accès à tout. Vous avez beau mettre, de l'opéra en ligne, vous avez beau mettre du théâtre en ligne, c'est pas pour ça que le grand public va tout d'un coup se précipiter sur l'opéra et sur les théâtres et sur les pièces de théâtre du répertoire classique. Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui consomment les contenus artistiques sont ceux qui le consomment déjà à l'extérieur d'Internet. Ils vont renforcer leur pratique, ils vont encore plus pratiquer avec Internet. Et à l'inverse, ceux qui ne consommaient pas d'art vont continuer à ne pas consommer d'art. Mais tout de même, la culture y est bien installée et elle s'y propage plus rapidement qu'ailleurs. Je veux dire, le premier youtubeur connu était pas un podcasteur comme on disait à l'époque, c'était ce gars-là. J'y ai pensé parce qu'un pote venait de déménager et a retrouvé un autographe signé par Matrache lui-même au Salon de la Musique il y a longtemps. Alors, il y avait même eu des reportages sur lui à la TV, sur France 2, sur Canal, et c'était la première fois qu'on parlait d'une personnalité d'Internet et qu'elle allait à la TV, et c'était pas pour se faire insulter, c'était pas un podcasteur, c'était pas un vulgarisateur, c'était un artiste. Et en 2006, dites-vous, YouTube, il venait à peine d'être acheté par Google. Hein. Cyprien, il avait pas encore posté sa première vidéo sur Dailymotion, et la première célébrité de l'Internet français, elle était déjà là, et c'était un artiste. Donc, d'un côté, on a une part du public qui pense que l'art c'était mieux avant, qu'il est en train de mourir parce qu'on fait plus rien de bien, et de l'autre, on n'a jamais eu autant de variété dans la création artistique. Vous pouvez mater des films indonésiens, lire des romans kenyans, écouter de la musique mongole ou suivre le travail de dessinateurs péruviens de chez vous. Il y a des expos accessibles en permanence
pour peu que vous viviez dans ou proche d'une ville moyenne ou grande, vraiment, l'art, il a jamais été autant accessible, aussi riche et aussi omniprésent. Du coup, est-ce qu'il est vraiment en danger ? Avec Internet, tout le monde peut avoir son quart d'heure de gloire. Tout le monde peut être vu, entendu et lu par tout le monde sans passer par des maisons de disques d'édition ou exposé dans des galeries connues. Mais le problème, le problème est aussi là. Il y a trop. Pour remédier à ça, les plateformes mettent en place des algorithmes qui vous proposent du contenu en fonction de vos goûts. Mais du coup, pour pouvoir exister, les artistes se retrouvent à devoir trouver comment obtenir les faveurs du saint algorithme et être mis en avant. Si avant on dépendait d'institutions pour vivre de son métier d'artiste, avec les plateformes on devient son propre service communication et marketing. En plus de votre art, vous devez produire du contenu autour en permanence pour continuer d'exister et toucher un nouveau public. Et c'est pareil en tant que créateur de contenu, le fait que je paie mon loyer ou pas avec ce que je fais dépend si l'algo YouTube m'aime bien, pas juste de si mon taf est bien ou pas. Après, si vous aimez notre taf, vous pouvez aussi le soutenir sur Tipeee et Patreon. Mine de rien, avec tous ces extraits, la vidéo elle sera pas monétisée là, je dis ça, je dis rien. Mais on pourrait se dire que c'est bien du coup, ça remet le pouvoir dans les mains des créateurs, peu importe leur domaine. Mais dans les faits, vous dépendez des politiques internes des plateformes, qui changent régulièrement et qui sont en général assez opaques. On est juste dans une course à l'audience permanente, en plus de devoir s'occuper de ses propres créations artistiques. Et si vous vous dites que c'est pas grave, on peut continuer de jouer le jeu des institutions, ça fonctionne toujours, They look at your social media following, they go, well, you don't have enough followers. And then it's like, well, I'm signing the record deals with you because I made good music and you're going to promote it, right? No, they want you to have the following and the promotion already. So what are they here for? You know? Ce monsieur, c'est Herman Li, guitariste de Dragon Force. Vous vous rappelez quand je parlais de musique technique là ? Alors, c'est un vétéran de l'industrie musicale, il a plus rien à prouver à personne, il a des fans à travers le monde entier. Mais même à lui, on demande d'avoir des réseaux sociaux bien remplis avec un certain nombre d'abonnés. Alors vous imaginez pour quelqu'un qui sort de nulle part ? L'industrie qui est en sueur à courir après TikTok, tu vois, à essayer de prédire le prochain truc, nanani, tu vois, et surtout d'essayer un peu d'avoir des billes partout, parce que justement il y a trop de trucs, en fait n'importe qui peut péter à n'importe quel moment, donc moi j'ai l'impression en tout cas de voir les maisons de disques en panique, tu vois. Mais je pense pas que ce soit plus commercial. Je pense que effectivement, il y a plus de gens qu'à l'époque qui font de la musique en se disant c'est un bise. L'existence sur les réseaux, c'est quand même quelque chose qui est plus difficilement maîtrisable de l'extérieur par les producteurs que ne l'était l'accès au monde des studios à l'époque où l'industrie de la musique fonctionnait en circuit fermé. D'une certaine façon, le pouvoir de légitimation, il s'est en partie déplacé vers les réseaux sociaux. Et donc vers les algorithmes et vers toutes les formes de manipulation qu'il peut y avoir aussi derrière les algorithmes. Cet effet algo, ça accentue un truc qu'on voyait déjà avec l'art institutionnel, une certaine uniformisation de l'art. On est habitué à voir tout le monde essayer d'émuler un succès commercial. Il y a qu'à voir toutes les tentatives de quelque chose verse qu'on se tape au ciné depuis 15 ans. Mais sur Internet, c'est pire. Les trends sont éphémères, faut produire tous les jours, tout le temps, du coup quand un truc marche, tout le monde s'engouffre dedans. Les artistes sont sous pression H24 et l'indépendance qu'on leur avait promis se transforme en course permanente à l'audimat. Comme avant, mais en pire. C'est pas les artistes que vous aimez pas qui mettent l'art en danger, c'est pas parce qu'on a mis un sapin moche sur une place qu'on va effacer l'art véritable, légitime, institutionnel. Non, si l'art est en danger aujourd'hui, c'est à cause de la pression commerciale mise sur les artistes, mais aussi sur les algos qui mettent en avant ce qui fonctionne le mieux à un moment donné, même si ce sera plus le cas la semaine prochaine. Je parle surtout de musique parce que c'est ce que je connais, mais c'est valable pour tous les artistes, des poètes aux sculpteurs sur bois. Le vrai ennemi de la création, c'est le fait que les artistes galèrent à en vivre et sont sous pression. Tout simplement. Et c'est bizarre parce que quand on propose aux gens des solutions qui permettraient aux artistes de créer librement, là aussi ils sont contre.
Par exemple, l'Irlande a testé un revenu de base pour les artistes de 2022 à 2025, rallongé à début 2026. Les artistes qui ont participé à ce test, au nombre de 2000, ont touché 325 € par semaine, soit 1300 € par mois. Le résultat, ils ont généré plus d'argent que ce qu'ils ont touché. Succès total. Comme quoi, quand la pression financière est exclue de l'équation et que les gens peuvent créer librement, ça se passe bien. Et pourtant, les réactions du public ont été plutôt mitigées. Si sont pas capables de vivre de leur art, il y a plein de jobs dispo. S'ils sont riches, pourquoi ils aident pas les pays pauvres au lieu de gaspiller leur argent sur des inutiles ? Il y en a qui mangent pas et ce sont pas des artistes. Il y a un genre de dissonance généralisée entre l'amour, voire l'adulation, que certains portent à l'art et la réalité de leurs convictions. Comme si ce qu'ils aimaient vraiment, c'était pas l'art, mais tout ce qui est associé et dit d'eux en fonction de leur goût. Et cette dissonance est encore plus visible quand on parle d'un autre problème qui touche l'art aujourd'hui. L'intelligence artificielle, le gros sujet du moment, mère de toutes les passions et surtout de toutes les embrouilles. On entend tout et son contraire sur le sujet. D'un côté, ça vole les artistes et tue la planète. De l'autre, c'est le turfu, ça va soigner le cancer et il faudrait prendre le train en marche au risque de rester hacké et se noyer. Oui, on se noie pas si on rate son train, mais vous avez compris quoi. Il y a des économies entières qui reposent sur le boom de l'IA. Des entreprises qui ont redirigé toute leur activité dans le secteur et on essaie de nous la forcer partout. Alors qu'en vrai, je suis pas sûr que la plupart des gens sachent de quoi on parle au-delà de ChatGPT. De manière globale, en vérité, il n'y a pas de définition générale de l'intelligence artificielle. Il y a des choses qui convergent un peu vers une même définition qui consiste à dire que l'intelligence artificielle, grosso modo, c'est pas juste imiter le cerveau humain, c'est même pas ça, en fait, à la base. C'est vraiment permettre à des ordinateurs de réaliser des tâches suffisamment complexes qui avant avaient besoin d'une intelligence humaine pour être réalisées, et bien maintenant des ordinateurs, sans qu'on leur dise comment faire, elles arrivent à apprendre à les faire. Je vous donne un exemple. Reconnaître un chat sur une image, ça peut paraître trivial pour nous, trivial pour un petit garçon de 5 ans, mais pas pour autant trivial pour un petit garçon de 1 an, voire un animal, un chien, un chat lui-même, ne pourrait pas se retrouver sur une image. Et donc ça demande une intelligence humaine. Et donc aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui arrivent par exemple à détecter des choses sur des images, et c'est pour ça qu'on les appelle intelligence artificielle. Alors, pour être transparent, j'ai un avis très arrêté sur l'IA générative. Je suis artiste, je suis entouré d'artistes, et le concept d'un truc qui fabrique des machins génériques en se basant sur le travail volé à d'autres artistes, tout en permettant aux boîtes de plus avoir à payer ces gens, ça m'enchante pas des masses. Mais, histoire de pas juste donner mon avis, justement, je suis allé parler à Anis, de la chaîne Defend Intelligence, qui est ingénieur dans le domaine de l'IA, et qui s'y connaît de toute évidence plus que moi sur le fonctionnement de ces technos. Et je dis bien ces technos, parce qu'en fait on parle de plein de trucs différents. L'intelligence artificielle générative, c'est effectivement une petite composante de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, vous allez retrouver énormément de choses. Vous allez retrouver des moteurs de recherche, des systèmes de recommandation, vos algorithmes de match sur Tinder, vos algorithmes de recommandation sur YouTube, des prévisions de stock, des prévisions météo, etc., etc. On a commencé à créer des algorithmes qui arrivent à comprendre énormément d'informations et qui arrivent à régénérer cette information. C'est-à-dire que à la base, on a entraîné ce qu'on appelle des grands modèles de langage avec énormément de textes. On leur a dit, voici le texte, apprenez-le, comprenez comment est-ce que le langage anglais fonctionne, le langage français fonctionne, comprenez comment est-ce que quand on écrit un article sur Wikipédia, ça fonctionne. Et après, en fait, les intelligences artificielles ont appris à reproduire ces textes pour ensuite pouvoir être utilisés pour tout et n'importe quoi aujourd'hui, images, vidéos, sons et textes notamment. Comme Anis l'a dit, l'IA, ça concerne énormément de choses. De l'ordi dans Age of Empires 2 qui vous attaque et tes lâches sombres, à des systèmes de calcul complexes pour trier des données. Il y a 15 ans, dans une autre vie, dans un de mes tafs, on utilisait déjà de l'IA pour repérer des cellules cancéreuses. En fait, ça existe depuis que l'informatique existe. Du coup, j'insiste encore une fois, on va parler d'IA générative aujourd'hui, et plus spécifiquement de modèles comme Midjourney ou Suno. Donc venez pas me parler d'autre chose, ce sera juste hors sujet. ChatGPT aussi, c'est hors sujet. Bref. L'IA générative. Je pense qu'en 2026, on a tous à peu près une idée de ce que c'est, mais pour faire simple, c'est un programme à qui vous faites une demande et qui va générer une réponse en se basant sur des données avec lesquelles il a été entraîné. Alors, sur le papier, on pourrait se dire
super, c'est une nouvelle ère de création qui commence. Tout le monde peut faire des trucs, même s'il sait pas faire. Vraiment. Comme on vient de le dire, ces modèles d'IA sont entraînés avec des données. Mais quelles données ? Pour Suno, par exemple, on lui a filé toute la musique dispo sur Internet, et ensuite, des gens sous-payés dans des pays du Sud vont l'aider à s'entraîner en amont avec ces données, en analysant ce que l'IA produit et en lui disant si c'est bon ou non. L'IA réfléchit pas, elle fait juste la somme de ce qu'on lui a donné comme matériel, divisé par les gens qui l'ont aidé à savoir si elle se plantait ou pas en amont. Ce qui se passe quand vous demandez à Suno de vous faire une chanson pop-rock façon années 2000, c'est qu'il va assembler plein d'éléments de vraies chansons des années 2000 pour vous proposer un truc assez stéréotypé pour l'instant. Et c'est le cas pour toutes les IA génératives. Il y a 2-3 ans, tout le monde avait des photos de profil avec des dessins dans le style du studio Ghibli. Et ce niveau de fidélité par rapport au style d'origine, c'est permis par le fait que l'IA a été entraînée avec le travail du studio Ghibli. Avec leur accord ? Non. Et ça, forcément, ça peut très vite vous amener au tribunal. En 2025, les studios Disney et Universal ont assigné les développeurs de l'IA Midjourney en justice, parce que c'était un peu trop facile d'avoir des résultats identiques à des productions des deux studios avec une ou deux requêtes dans l'appli. En fait, depuis juin, il y a eu tout un tas d'autres plaintes déposées par des ayants droit contre des compagnies d'IA génératives. Même Reddit a porté plainte contre Anthropic. Du coup, pouf, fini le pillage généralisé. Alors, outre le fait que ce genre de truc prend en général une éternité, et qu'au moment où j'écris cette vidéo, il n'y a pas vraiment eu d'avancement, Disney a passé un deal avec OpenAI pour que le générateur de vidéos Sora soit intégré à l'appli Disney+, pour que les utilisateurs puissent eux-mêmes générer leur propre contenu avec les propriétés de Disney et les partager sur la plateforme. En gros, Disney voulait devenir un TikTok avec ses propres propriétés intellectuelles, sauf que plot twist, pendant que j'écrivais ce script, OpenAI a annoncé qu'il mettait fin à Sora et au contrat avec Disney. Mais vous inquiétez pas, Disney n'a pas abandonné l'idée de vous faire du contenu pour eux, c'est juste qu'ils doivent restructurer un peu avant, quoi. À partir du moment où Disney ont compris qu'ils avaient des thunes à se faire, ils ont eu zéro souci à négocier sur le sujet de l'IA générative. Comme pour les algos, les plateformes, les maisons de disques, on met les profits en avant au détriment des artistes qui ne seront jamais rémunérés pour l'usage fait de leur création par l'IA. Et le but de ces générateurs, ça a jamais été la création à proprement parler. Par exemple, ce monsieur, c'est le fondateur de Suno AI, une IA qui génère de la musique. Il parle de production, de sortir le plus facilement et rapidement possible de la musique. Il parle pas de création, mais de produit. Le Boog a même osé appeler le fait de faire de la musique à plusieurs un mode multijoueur, parce qu'il voudrait que le monde de la musique soit plus comme le monde du jeu vidéo, multijoueur, genre jouer avec des gens. Un truc qu'on fait depuis que la musique existe, donc. Le type pense littéralement que les gens aiment pas faire de la musique. It's not really enjoyable to make music now. People enjoy Why do you say that? It takes a lot of time, it takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. Ça rend fou! Mais maintenant, on en est là. En plus d'être en concurrence entre eux, avec les algos, les créateurs se retrouvent en concurrence avec des IA. C'était tellement devenu le sbeul sur Pinterest qu'ils ont dû rajouter une option pour ignorer les images générées par IA. Les dirigeants de Deezer annonçaient que 34% de la musique mise en ligne au quotidien sur leur plateforme est aussi générée par IA. Et ils ont beau essayer de mettre en place des moyens de détection, c'est pas infaillible. Loin de là. Parce que si, pour beaucoup, la musique générée par IA, c'est ce genre de conneries-là... À toi, brave agriculteur, passionné de la terre, on te traite aujourd'hui comme un homme de guerre. En réalité, on est bien loin de ça. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Et cette chanson est d'ailleurs arrivée numéro 1 au top streaming country aux États-Unis. D'après un sondage Ipsos commandé par Deezer, justement, 97% des personnes interrogées savaient pas faire la différence entre une chanson faite par des humains et une chanson générée. Et moi le premier, si je me pose pas en me concentrant sur tout, je me fais clairement avoir régulièrement. Alors que je fais de la musique depuis 20 ans, quoi. J'ai pas expliqué mon rapport à l'art, tiens. Moi, je suis bassiste. À la base, je suis guitariste et je voulais pas être bassiste. Comme beaucoup de bassistes, en fait. Puis un jour, à 3h du mat sur MTV, il y a un clip des Red Hot Chili Peppers qui commence. J'aime même pas ce groupe, mais le son m'intrigue. Et là, arrive le refrain. Et j'avoue, je me suis pris une gifle. La chanson, c'est ça. Mais moi, j'entends
que ça. Comment ce mec fait ça? Alors, j'en parle à mon voisin, qui est bassiste, et je découvre que ça s'appelle du slap. Tu peux le faire à la guitare, mais c'est pas pareil. Du coup, pendant un temps, je vais juste apprendre des lignes de basse à la guitare, parce que c'est ce que j'ai. Et pour mes 18 ans, ma mère m'offre une basse. C'est la moins chère qui existe à l'époque, mais je peux enfin slapper. Mais j'ai eu la chance d'être entouré de musiciens à l'époque déjà. Avec des potes, on a monté un club musique dans mon lycée. On a fait des concerts, monté notre propre groupe. Puis j'ai joué dans tout un tas de formations depuis. Je faisais encore des concerts au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Mes premières vidéos sur une autre chaîne, c'était des reprises à la base d'ailleurs. Mais du coup, la musique pour moi c'est important. Ça occupe plus de la moitié de ma vie, autant en tant qu'auditeur qu'en tant qu'artiste. Toutes les musiques de la chaîne, c'est fait maison, hein, c'est pas pour flexer. Je suis pas le meilleur musicien du monde. Hein. J'ai gagné vraiment très peu d'argent avec ma musique. Et j'ai jamais eu beaucoup de public. Mais je le fais parce que j'aime ça. Hein, comme beaucoup d'artistes en fait. Peu importe le domaine. Je veux dire, suffit pas de chercher très longtemps pour trouver des dessinateurs, des sculpteurs, des musiciens, des écrivains et j'en passe, qui font ça sur leur temps libre et partagent leur création gratuitement. Il y a des millions de gens à travers la planète qui ont ou passeront des années, des décennies même, à perfectionner un art au sens premier du terme, sans jamais en tirer un centime, sans jamais être connus ou reconnus pour, sans que personne soit au courant qu'ils existent. Mais ils continueront à créer. Vous connaissez Sixto Rodriguez? La grande majorité du monde non plus, hein, vous inquiétez pas. C'était un musicien états-unien qui a jamais vraiment réussi à percer. Enfin, ça, c'était ce qu'il croyait. En 1997, sa fille tombe sur un site de fans sud-africains. Apparemment, c'est une superstar là-bas. Tout le monde connaît sa musique et il aurait vendu plus d'albums qu'Elvis. Mais lui, il est pas au courant. Il a jamais foutu un pied là-bas et il a jamais touché un rond sur ses albums vendus. Toute cette histoire, je la connais grâce au docu Searching for Sugar Man, sorti en 2012 et qui avait pas mal fait parler de lui dans les cercles de musiciens de l'époque. Sixto, quasi toute sa vie, il a cru qu'il avait jamais percé, mais il a continué de jouer dans des petits clubs avec des amis parce que son projet, c'était avant tout de faire de la musique. Mais pour revenir à l'IA générative, donc en mettant de côté ces histoires d'être connu et de vivre de son art, un argument que j'entends souvent revenir, c'est que générer une œuvre de A à Z en utilisant du matériel créé par d'autres, ce serait la même chose que de s'inspirer du travail de quelqu'un d'autre quand on dessine, écrit ou autre. Bah non en fait. S'inspirer c'est pas ça. Sampler c'est pas ça. Quand tu samples, tu prends quelque chose volontairement et t'en fais quelque chose d'autre. Quand tu t'inspires, tu t'inspires en fait. Tu sais ce dont tu t'inspires. Comment et pourquoi. Là quand vous faites un prompt, vous avez aucune idée de pourquoi la machine fait ses choix. Hein, sauf si vous demandez dans le texte de ce que vous voulez. Lui envoyer une track et lui dire « joue-moi un Rhodes sur cette track », ça n'existe pas, il te la modifie, ta track, il va te changer les accords, il va te mettre des passages ultra bizarres, tu vois. C'est pas du tout encore au point, et je suis pas sûr que ça le sera un jour. Comme outil, je peux comprendre, hein, pour parler de musique, il y a des outils pour nettoyer le son, des autotunes, des outils de mix. Genre, il y a plus de 10 ans déjà, un pote me montrait aïe. Je sais jamais comment le dire. Bref, un outil pour faire du mastering viteuf. C'était de l'IA, et on trouvait ça cool. Il y a plein d'usages de l'IA générative que vous voyez tous les jours sans rien dire, comme les sous-titres des vidéos verticales là. C'est systématiquement fait par IA, toujours dans cette idée de « faut produire vite et beaucoup ». Quand on clique sur le bouton « générer les sous-titres », c'est un modèle qui a été entraîné sur plein d'autres exemples. D'ailleurs, mon logiciel de montage a renommé plein de trucs en rajoutant IA dans le titre l'an dernier, alors que c'est des trucs qui existaient déjà, juste sans ce mot dans le nom. Cette omniprésence de l'IA, elle vient aussi du marketing. L'IA, ça fait vendre. Et quand toutes les boîtes voient les immensités de valorisation dès que tu mets le mot IA quelque part, qui prennent en bourse, oui, on est dans un monde capitalistique et tout ce qui compte, effectivement, c'est le gain final que ces entreprises peuvent avoir. Mais il y a aussi des considérations écologiques à avoir quand on parle d'IA générative. L'utilisation de l'eau est un sujet de recherche actuellement, c'est-à-dire l'étude de l'impact écologique de l'intelligence artificielle, c'est un sujet de recherche. Il y a des chercheurs très intelligents qui essayent de comprendre, d'auditer et de tracer combien une génération de prompts consomme en eau, en gaz carbonique, etc., etc.
Le problème, c'est qu'on manque de transparence de la part des acteurs, de la part d'OpenAI, de la part de Meta, d'Amazon, etc., de tous ces grands acteurs qui utilisent des data centers. On ne sait pas en vérité combien ils en consomment. Alors, il y a 2 arguments, moi, que je vais utiliser. Le premier argument, c'est que Google a publié un rapport où ils ont, eux, estimé en interne, donc ça vaut ce que ça vaut, l'utilisation d'un prompt, d'un modèle d'intelligence artificielle, et ils sont à peu près à l'équivalent d'une goutte d'eau par prompt. D'accord ? Donc on est très 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 loin du 1 litre. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les data centers font... en fait, l'eau sur Terre est finie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... ça n'existe pas de gaspiller de l'eau, d'accord ? Ce qu'on peut gaspiller, entre guillemets, c'est l'eau douce, qui est plus problématique ensuite à récupérer, etc., etc. Mais en fait, la plupart du temps, les data centers vont fonctionner en circuit fermé aussi, et ils vont fonctionner aussi avec énormément d'améliorations pour pas juste avoir l'impression que... en fait, les gens, quand on leur dit l'IA consomme de l'eau, ils ont l'impression qu'on ouvre des data centers, on balance de l'eau à l'intérieur, et pouf, l'eau, elle disparaît. Ça fonctionne pas comme ça peut dérégler dans certaines régions, effectivement, le cycle de l'eau, si jamais on va aller récupérer des eaux souterraines, etc. Et après, du coup, elles vont aller s'évaporer, elles vont aller à 300 km, et du coup, la zone n'a plus d'eau. Et Anis a absolument raison, mais pas dans tous les cas. C'est effectivement le cas pour la grande majorité des data centers, mais certaines entreprises qui veulent construire un max de data centers rapidement se posent pas toujours les questions de comment optimiser les circuits de refroidissement et vident les réseaux d'eau autour d'eux. Et c'est pas une obligation, il y a énormément de data centers qui consomment pas tant que ça, genre ceux d'Infomaniac en Suisse, qui en plus aident à chauffer la ville de Genève avec le surplus de chaleur produite. Alors, ils me paient pas pour dire du bien d'eux, mais Thomas, si jamais tu vois cette vidéo, hésite pas à me passer un coup de fil. Les boîtes comme Meta, qui privent des villages entiers de flotte, c'est de leur fait, parce qu'ils veulent aller vite en dépensant le moins possible pour l'infrastructure. C'est pas une fatalité, mais une décision économique. Go fast, break things, comme on dit dans le monde des startups. Le refroidissement liquide, normalement, ça marche avec des circuits fermés. On fait rentrer de l'eau fraîche, qui récupère la chaleur produite par les machines, évacue cette chaleur, rafraîchit et recommence. Mais certains data centers vont juste laisser une partie de cette eau chaude s'évaporer, renvoyer le reste pas nettoyé dans la nature et en injecter de la nouvelle fraîche dans le système. C'est moins cher, ça consomme moins d'énergie qu'une clim, mais tant pis pour les gens dont les réserves d'eau sont vidées. Et c'est sans parler de la pollution sonore auquel sont soumis les habitants au quotidien. On n'y pense pas vraiment, mais que vous fassiez une recherche Google ou une demande à ChatGPT, notre côté, c'est un truc un peu éthérique désincarné. On demande à l'ordi, on a une réponse. Alors qu'en réalité, gardez bien en tête que votre drive ou vos prompts là, ils se passent dans ce genre d'endroit. Autre considération, beaucoup de ces modèles sont entraînés grâce à des travailleurs de pays du Sud sous-payés, mais est-on surpris que des multinationales occidentales utilisent des travailleurs du Sud global sans considération ? L'IA générative a globalement les mêmes problèmes que toutes les autres industries de la tech. Et le fait est qu'ils profitent de modèles existants en fait. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de rajouter une couche pour des technos absolument pas indispensables ? Là, on peut avoir un débat effectivement. Parce qu'on a beau nous dire, c'est le turfu, faut choper le train en marche, sinon on sera laissé sur le côté, ce sera partout. Je suis désormais inéluctable. Les chiffres disent le contraire en fait. La construction de data centers a ralenti parce que les infrastructures suivent pas. Sora est dead, il y a des procès dans tous les sens. Microsoft ont dû verrouiller leur Discord parce que tout le monde se foutait de leur forçage avec l'IA. La liste, elle est sans fin. Il n'y a pas vraiment de demande à grande échelle, encore moins à l'échelle de ce qui essaie de combler les boîtes d'IA, mais ils ont l'air de s'être convaincus que c'était la seule voie à suivre. Comme Microsoft, encore, qui a dû faire machine arrière face au rejet des utilisateurs de l'implémentation omniprésente de son IA Copilot. Mais il y a aussi les constructeurs de matériel qui redirigent une grosse partie de leur production vers le secteur de l'IA. Des entreprises comme Nvidia et Micron, effectivement, qui ont dit qu'ils allaient rétrécir les budgets, rétrécir les allocations, entre guillemets, du matériel sur leur branche particulier pour se concentrer sur la branche entreprise. Encore une fois, c'est parce que c'est là où ils gagnent le plus d'argent. C'est-à-dire que quand Nvidia vend un GPU à Meta,
il gagne beaucoup plus d'argent que s'il le vendait à toi ou à moi. Tu vois, et ça, c'est une manière... et vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que tout simplement, quand Nvidia vend un GPU à Meta, ils vendent pas juste un GPU que quelqu'un va mettre dans son ordi. Ils leur vendent une puissance de calcul dans un data center avec toutes les choses qui sont autour, etc., etc. Et en fait, au final, dans un monde fini où on va pas avoir des matériaux infinis, eh bien, en fait, le hardware devient cette principale composante qui peut faire la différence sur le long terme. Et c'est pour ça aussi que Micron, qui est un des seuls 3 fabricants de RAM, a dit qu'ils allaient aussi se concentrer sur le marché des professional businesses. Parce que c'est là où ils font le plus d'argent. D'un point de vue économique, ça fait absolument sens. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les particuliers qui voudront acheter une PS5 ou un smartphone dans les mois à venir ? Bref, on parle plus de musique, mais l'impact est beaucoup plus large que les gamins qui font faire leurs devoirs par ChatGPT et la mairie de Provins qui fait des affiches moches. Pour revenir à la musique, l'usage de l'IA générative, ça date pas d'hier. Les Beatles ont sorti une nouvelle chanson en 2023 grâce à de la restauration par IA générative de John Lennon. Il y a tout un tas d'artistes, et ce depuis plus d'une décennie, qui entraînent des modèles avec leur propre création pour essayer de générer des trucs originaux. Paradoxalement, les premiers utilisateurs d'IA générative, c'était surtout des artistes en fait, parce qu'on n'était pas encore inondé de modèles qui se basent sur le pillage de bases de données justement. Mais parce qu'il faut rester curieux, malgré mes a priori, je suis tout de même allé parler à un artiste qui utilise de l'IA générative dans son processus créatif depuis plus d'une décennie maintenant. Moi j'ai commencé à travailler avec les IA, surtout avec des chercheurs. En 2015, je suis rentré dans un labo de recherche dédié à la musique. Avec ces chercheurs, on a développé ensemble des outils d'IA pour les compositeurs et les compositrices. Et vraiment, l'idée, c'est pas de remplacer, mais c'est de donner des outils super puissants. Un peu à l'inverse de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'était pas on a une idée, on appuie sur un bouton, on a un résultat, c'était on a envie de donner ça à la machine, qu'est-ce que ça va donner ? On est hyper impliqué depuis le début parce qu'on est très curieux de savoir comment il va machiner ce qu'on lui donne. Et après, il faut travailler parce qu'après, il faut écouter les résultats, il faut choisir, etc. Et donc ça, c'est toujours ça qui m'a intéressé et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec la musique et l'IA. Là, de plus en plus, on a des outils d'IA. Ça pour le son, pour améliorer le son, pour donner des idées sur, je sais pas, on a un environnement, c'est-à-dire qu'on a une session et puis on a envie d'avoir une basse. Il commence à y avoir des outils qui vont proposer, ou alors qui vont proposer des suites d'accords sur une mélodie. Ça va vraiment se développer beaucoup, je pense. Avec des outils de plus en plus sophistiqués, avec des LLM qui vont rentrer. On va pouvoir discuter avec Ableton, on va pouvoir dire, voilà, fais-moi ci. C'est déjà avec Claude, on peut le faire. Les agents IA vont nous permettre vraiment de faire pénétrer l'IA dans notre processus de création, mais comme des assistants. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est sur l'IA générative pure, comme Suno ou Dio. Là, on est plutôt sur un segment où ce sont des boîtes de production qui vont se passer des musiciens et des musiciennes pour gagner de l'argent, du temps et faire de la musique pas chère. Benoît, vous le connaissez sûrement sans le savoir. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Ça fait un moment qu'il est dans le game, il a bossé avec Stromae, Johnny, il sait ce qu'il fait. Du coup, forcément, comme beaucoup d'entre nous, à force d'expérimentation musicale, il a touché un peu à tout. Et sa démarche, à travers son projet Skigge, c'est d'utiliser l'IA comme un outil. Elle a juste rien à voir avec le fait de faire une demande et d'attendre un résultat. Il y a plein de considérations à propos de l'IA, comme on l'a dit plus tôt. Je tenais juste à insister sur le fait que, ici, ça reste son taf, quoi. Le revirement au sujet de la génération d'œuvres, il est arrivé quand on est passé de gens qui jouent avec leur propre création à des modèles qui prennent les dites créations sans autorisation des artistes pour générer tout et n'importe quoi, sans que personne ne puisse vous dire ce qui a été utilisé et pourquoi. Et ça fait que beaucoup se disent qu'ils n'ont plus besoin des 10 artistes, justement. Mais l'art, c'est aussi un truc collaboratif. Du coup, j'ai réuni quelques copains musiciens, genre Kong, que les plus anciens ici ont déjà vu dans la série sur l'histoire de la musique il y a 7 ans, ou dans des vidéos aléatoires sur la chaîne, mais qui était aussi le chanteur de mon premier groupe il y a 16 ans. On a aussi Nels, batteur de Son État, qui était aussi le batteur de mon premier groupe il y a 16 ans, Laura, guitariste, qui était pas dans mon groupe il y a 16 ans, mais qui nous rejoint pour l'occasion, et Adrien, qui a mixé nos premiers sons à l'époque, et qui sera notre ingé son du jour.
plutôt que de vous raconter en long, en large et en travers pourquoi la musique générée par IA, ça a pas d'âme et c'est moins bien que de la vraie musique, je vais vous proposer un truc. Du coup, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour un projet complètement teubé. Alors l'idée, c'est on va tirer un genre de musique au pif et on va tirer un instrument obligatoire à utiliser au pif aussi. Alors du coup, je vais lancer et que les dieux nous gardent. Voilà. Ouais. Du coup, qu'est-ce que... Oh putain, c'est le seul... c'est le seul que je voulais pas, tu vois. Aïe. Ouais, la cantopop, c'était le style que je voulais le moins. Alors, pas que j'aime pas la cantopop, j'avais mis plein de genres différents dans la roue, vous le voyez normalement. Et c'était celui que je voulais le moins. Parce que, mine de rien, c'est pas si facile. C'est, pour faire simple, la pop de Hong Kong. Et dans notre cas, plus spécifiquement, on a décidé de se fixer sur celle des années 80. Alors dans les faits, ça fait très variétoche. Il y a plus d'un son où vous pourriez mettre la voix de Lara Fabian par-dessus et ça passerait crème. Mais du coup, va falloir rendre ça authentique sans que ça soit juste une parodie. Et du coup, par-dessus, autre contrainte, il faut utiliser des sons de Super Nintendo. Alors, globalement, les consoles d'avant, comment ça fonctionne ? Il y avait une puce qui générait des sons, et du coup, les compositeurs, ils se servaient de ces puces, qui sont des puces de synthétiseurs, pour créer leurs instrus. Il y avait les mêmes puces dans des synthétiseurs. Ensuite, la Mega Drive, typiquement, vous le retrouvez dans le DX7 de chez Yamaha. Enfin, c'est une puce similaire, je suis plus sûr. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Bref, on doit utiliser ça. Et par-dessus, on a décidé d'écrire des paroles en cantonais. Enfin, Kong, parce qu'il n'y a que lui qui parle cantonais entre nous. Mais voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Du coup, avec Kong, justement, dans un premier temps, on a pas mal échangé, notamment pour se filer des refs. Tu vois, voilà, tu sais, quand elle a fait ce trémolo là. Ouais. Mais il y a beaucoup de chansons qui commencent avec une intro où il y a un pipa qui fait un crescendo en trémolo comme ça là. Pour essayer de trouver des idées, comment structurer le morceau, et ça a donné lieu à une première maquette. On a pas mal affiné, on a réarrangé le truc, testé de nouvelles combinaisons d'accords. Et une fois qu'on s'est fixé sur une première version potable, on l'a envoyé aux autres pour qu'ils puissent enregistrer leur partie. En Nels nous a fait une batterie dans un premier temps, parce que c'est un peu la base de tout dans ce genre de morceau. Et en partant de ça, Laura a pu enregistrer sa guitare et j'ai pu enregistrer ma basse. Et ils ont bossé super vite. En vrai, en à peine une semaine, on avait déjà tout. Donc de là, Kong a pu bosser dans son coin pour écrire ses paroles et sa ligne de chant. Et maintenant que tout ça c'est fait, il n'y a plus qu'à envoyer à Adrien pour le mix. Ok, alors du coup, il y a eu un cafouillage. On devait valider une dernière fois avec Kong. Moi, dans ma tête, une fois qu'il avait fini son chant, c'était bon. Du coup, j'ai envoyé à Adrien. Mais en fait, c'est pas bon. Du coup, on doit revoir avec Kong pour vérifier que tout va bien. Pendant ce temps-là, Adrien attend. Sachant que moi, je sais pas où j'en suis dans la vie à ce moment-là, mais dans un monde qui va bien, la vidéo, elle doit sortir d'ici 5 jours max. Et l'instru, elle est pas finie. Du coup, voilà, là, on en est là. Et on attend juste de pouvoir se caler pour revoir les derniers trucs, tout envoyer correctement à Adrien. Et une fois que c'est fait, lui, il a plus qu'à faire sa magie pour nous envoyer le morceau, fini, quoi. Bon, on est 4 jours après le segment que vous venez de voir. Et j'ai enfin la dernière version. Le pauvre Adrien, on lui a fait faire 50 milliards d'allers-retours. Il a rien dit. Il a toujours tout corrigé à chaque fois. Vraiment un amour. Mais du coup, on peut enfin écouter le son sur lequel on bosse depuis je sais pas combien de temps à distance.
那夢夢，我會相逢，甜甜酸酸，你在哪裏？前方只有緣分已磨損。其實我愛上你，但是你感受不到愛。我們的未來並不存在，經歷風雨過後，我心中的女人，情意卻已隨風走。Franchement, moi, je suis content. C'est un truc qui a été fait dans des conditions assez ghetto, en vrai. Hein. Savoir Kong, il est au Danemark. Adrien, il est à 100 km de chez moi. Nels aussi. Laura, je sais pas où elle est, mais on est tous super loin. On pouvait faire des allers-retours qu'avec Discord parce que on n'avait pas tous le temps de s'appeler à chaque fois. Donc ça, c'est le résultat de notre travail à nous, ensemble, avec les moyens du bord. Et maintenant, c'est parti pour l'IA. Hein. En fait, au début, justement, je me suis fait niquer parce que alors, quand j'ai fait le prompt et que j'ai fait entrer, il m'a généré que des tracks avec écrit genre chill pop, chill summer pop. Et genre quand t'écoutais, c'était vraiment de la pop en mode fin des années 2010 en anglais. Donc moi j'étais en mode c'est bon, on a niqué Suno. Et là Ok. il a commencé à tourner et il m'a régénéré 4 autres pistes. Et là j'ai vu que les titres étaient en chinois et j'étais en mode ah non putain. Non. Il a compris.你影子喺地上彎，我拎住封舊信，字詞都已經刪。茶餐廳個風扇轉到我心都麻。你笑一笑嗰陣，我已經唔想返。其實我知你未必會等。偏偏我心中係咁笨，一聽到你講，我就會亂神。愛你呢件事，我認真得過分。我愛你，真係愛你。夜晚都替你記。我愛你，真係愛你。心入面冇得避，就算街燈熄晒，都搵到你；就算風聲再細，都係你。 Ah, ça fait mal, hein. Ah, c'est hardcore, hein. Ouais, Mais après, par contre, ça, c'est pas les années 80, ça. Hein. C'est de la cantopop fin 90, 2000. Ouais. C'est Ça pour ça chantait que pas. c'est très Disney en fait. Mais sinon, la composition, c'est abusé là. Non, c'est c'est pas possible ça. Est-ce Non, là, c'est dur. Il n'y avait pas de Super Nintendo. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelques instruments, genre le piano et tout, je crois qu'ils sont un peu cheapos. Après, ça passe hein, quand c'est cheapos, mais. Ouais, mais ça peut être juste le son de l'époque, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis pas trop sûr, ouais, j'avoue. Je suis pas trop sûr de ce détail-là. J'ai essayé de chercher un petit peu en même temps, mais vas-y, ça faisait déjà trop mal. Par contre, le refrain, c'est direct, je t'aime. Tu vois, ça commence, c'est la phrase. Moi aussi, hein, ce qu'on a fait, ça commence par ça. Mais c'est vraiment stéréotype, genre je t'aime. Donc ça, c'est dans le thème. Ça, Ok. c'est validé. Après, du coup, c'est pas années 80, on peut pas clairement décerner de SNES. Du coup, dans les faits, est-ce qu'il a pas perdu? Est-ce qu'on prendrait pas cette victoire? Voilà, c'est ça. Il a pas respecté les consignes, je suis désolé. Voilà. Allez, boum.
Mais non, par contre, ouais, ça fait bader à quel point, genre, c'est quali en fait. Il y a que la voix où quand elle monte vraiment fort, t'entends que c'est de l'IA, quoi. Oui, c'est vrai. Après, en termes de thème, enfin, on a un peu les mêmes trucs, hein, les breaks, la batterie, comment elle est, la balade est là, bien sûr, les violons, etc., le piano, on a fait des choix similaires quand même, tu vois. Du coup, est-ce que c'est bon, dur, on est extinct, tu vois, en tant que musicien, c'est fini? Je suis pas sûr. On n'avait pas 50 000 ans devant nous, donc on a fait un couplet et un refrain. Les deux sont dispo sur SoundCloud si vous voulez écouter. Alors, je vous laisse nous dire en commentaire lequel vous préférez. Mais en vrai, c'est pas super important. Vous avez le droit de préférer une version ou l'autre. Le vrai truc que cet exercice m'a montré, c'est la différence de processus. D'un côté, j'ai réuni des gens, on s'est amusé, on a testé des trucs, on a échangé sur nos expériences et comme dans énormément de processus créatifs, toute la partie où vous créez, elle est bien plus cool que de juste contempler son résultat fini. Alors qu'avec l'IA... Alors oui, il y en a qui me diront que raffiner ses prompts, c'est comme passer du temps sur sa création. Mais du coup... Un grec galette à emporter, maillot sans tomate. J'ai dit ce que je voulais, j'ai donné des précisions pour que ça soit... comme j'aime. Au final, avec cette logique, c'est comme si j'avais cuisiné ce succulent grec. Allez, je taquine, mais vous voyez ce que je veux dire. S'il y en a parmi vous qui créent de A à Z avec de l'IA générative, est-ce que vous kiffez la partie promptage, justement? Est-ce que c'est ça, le sel de la création par IA? Ou est-ce que vous générez des créations en affinant plus ou moins, être content du résultat et passer à la suivante? Question sérieuse, je suis vraiment sincère, je veux savoir. Je sais ce qu'ils disent, on démocratise la musique, etc. Non. On démocratise pas la musique, on donne accès à une espèce de pseudo-création et on fait croire aux gens qui sont créateurs. T'es pas créateur parce que t'as tapé pop et qu'à la fin t'as un morceau. En fait, c'est un faux truc et c'est une espèce de prétexte pour se donner bonne conscience et pour faire croire qu'on est quelqu'un qui s'intéresse à la création, aux artistes, mais les gens de sous nous ne s'intéressent absolument pas à la création, aux artistes. L'art, c'est aussi collaboratif. Là, on a tous fait un truc ensemble, c'est un peu le sel de la musique, mais même quand vous êtes seul chez vous, vous vous inspirez d'autres artistes. Vous apprenez les techniques des gens qui sont passés avant vous à toutes les étapes de la création, directement ou indirectement. Vous travaillez avec quelqu'un. En générant vos créations, la seule collaboration, c'est avec des œuvres et des artistes dont vous ne connaîtrez jamais l'existence. Ma définition du cinéma, quand je dis que le cinéma c'est de l'image, du son, du montage et tout, c'est parce que c'est un art qui est collectif. Et là, du coup, tu retires... on nous le vend dans les pubs, là, qu'on voit les pubs pour l'IA, on nous dit « Ah, tu peux faire tout seul depuis ta chambre et tout ». Bah ouais, mais dans ce cas-là, c'est pas du cinéma, parce que le cinéma, c'est par définition, c'est un art collectif. Et surtout, le fait de faire un film à plein de gens, enfin de pas être tout seul à faire ton truc, ça évite de faire de la merde. C'est-à-dire que ça peut arriver des fois d'avoir une idée que tu penses qui est une super idée, tu t'emballes et tout, puis après t'en parles à des gens, et les gens ils te font t'es sûr T'es sûr que tu veux faire ça, ou t'es sûr que tu veux faire ça comme ça? On rebondit sur nos idées, on surenchérit par-dessus, on recale les idées d'un autre parce qu'elles sont pas si ouf. Échanger avec d'autres artistes, votre travail n'en sera que meilleur. Si on reprend la définition originelle d'art, qui implique une certaine maîtrise technique, est-ce que vous savez pourquoi le rendu que vous avez est comme ça? Pourquoi votre chanson a un pont qui sonne comme ça? Pourquoi le ciel de votre dessin a cette tronche? Pourquoi les acteurs de votre pièce de théâtre y jouent comme ça plutôt que d'une autre manière? On me ressort tout le temps l'argument de la photo qui aurait fait peur aux peintres et les a forcés à innover, du sampling qui a fait peur aux musiciens parce qu'on leur volait leur travail. Mais dans ces cas-là aussi, vous savez ce que vous faites et pourquoi vous avez votre résultat final. Quand vous promptez un dessin, est-ce que vous savez ce qui a été utilisé? Le travail de quel artiste a servi de référence pour vos détails? Quand on s'appuie pas littéralement les archives de Ghibli, j'entends.
Le but des entreprises d'IA générative, c'est avant tout de commodifier l'art, pour ensuite vous inciter à utiliser leur plateforme, pas la création en elle-même. Et je parle même pas des dérives politiques, genre les vidéos historiques éclatées où on vous ferait visiter le Paris du Moyen-Âge avec des voix sur berge. Yann Toucourt a fait une excellente vidéo sur le sujet d'ailleurs. Ou aussi la propagande politique tout court, genre celle de Trump ou du gouvernement iranien depuis le début de la guerre là. Ça se produit à la chaîne et ça inonde Internet super vite. Dans l'activité d'écriture en elle-même, il y a des métiers qui vont être explicitement menacés, mais les mêmes que dans les autres formes d'art, c'est-à-dire toutes les formes d'écriture plus commerciale, ce qui fait vivre au quotidien, en fait, pourrait être remplacé. Toutes les formes d'écriture où le nom d'auteur, la personnalité d'auteur est très forte, a priori, ça ne devrait pas être concerné directement. Après, on n'est jamais, on ne sait pas si ce que font en fait les auteurs, les écrivains dans l'arrière-boutique, tu vois, ils peuvent tout à fait se servir des moteurs pour dans leur activité d'écriture, et même je suis quasiment sûr que ça va arriver. En fait, ils s'en servent vraiment comme d'un outil avant le résultat final. Donc ça, moi, j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va arriver et qu'il y aura même des scandales qui vont éclater autour de ça. La musique, je sais pas, pour se détendre. On écoute, mais peu importe, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un artiste, ça peut être une IA, on n'est pas là pour être dans une écoute investie, dans le sens où on a envie de connaître, où on a envie de découvrir ce que cette personne a fait parce qu'on a écouté l'album d'avant. Enfin voilà, c'est pas du tout le même type d'écoute, quoi. Et ça, on va avoir, je pense, effectivement, d'un côté, les gens vont se servir de l'IA pour remplacer les artistes qui avaient cette double activité, c'est-à-dire qu'ils avaient des commandes d'un côté pour gagner de l'argent sur l'image, sur l'illustration, etc., sonore, et puis ils avaient leur groupe. Et ça, je pense que c'est en train de changer, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus compliqué. C'est encore des technos jeunes, hein, et on fait tout et n'importe quoi avec, et ça fait déjà des dégâts. Mais comme tout, ça finira par se stabiliser. Mais ce sur quoi ça se fixe, ça dépend entièrement de nos usages. J'ai beaucoup parlé d'IA générative, mais gardez en tête que je parle surtout et toujours des générateurs de musique et d'images, pas de ChatGPT, ça c'est une autre bête, et ça n'a rien à voir dans cette histoire. Au-delà de toutes ces considérations, j'entends par moments revenir l'argument de l'accessibilité. La création artistique serait hors de portée pour certains et l'IA leur permettrait de créer. Mais de quelle accessibilité on parle en fait ? On a des musiciens sourds, des peintres aveugles. Il y a un type qui a écrit un bouquin en clignant des yeux parce qu'il était paralysé. Venez pas me parler d'accessibilité. L'art, ça a toujours et avant tout été un truc de pauvres, de gens en marge de la société qui peuvent pas toujours s'exprimer avec leurs mots parce qu'ils les ont pas ou par peur de répression. Il y a des gens à Gaza en ce moment qui font de la musique ou qui prennent des photos, bordel de merde. D'aucuns me parleront des compagnies médiévales, des institutions là, mais là vous parlez d'art légitime et commercial. Créer, ça se limite pas à ça. C'est un truc qu'on fait pour soi, pour ses proches, pour sa communauté. Je fais de la musique dans mon coin, avec mes potes. Ça sort jamais, c'est juste pour nous. Il y a des communes entières qui écrivent des romans et les balancent sur Wattpad sans jamais s'attendre à ce que ça soit vendu ou que ce soit. L'art, c'est pas juste celui qu'on vend et dont on vit. L'art, c'est ce qu'on crée. C'est vos gribouillages dans vos cahiers. Quand vous faites de la musique en tapant sur une table, vos scénarios de jeux de rôle, vos figurines Warhammer ou les films que vous faites avec vos potes. La plupart des artistes créent pour créer, pas pour autre chose. C'est un besoin qu'on a tous et qu'on exprime de manière différente. Vous pourrez remonter aussi loin que possible dans l'histoire de l'humanité, avant l'invention de l'écriture, avant l'invention de l'agriculture, et vous trouverez des traces de création. C'est pas une histoire de chasse gardée, de gatekeeping ou quoi. C'est juste que quand vous créez pas, vous n'êtes pas artiste. Peu importe que vous soyez exposé dans une galerie ou que vos créations ne sortent jamais de votre PC. Donnez des ordres à une machine pour qu'elle utilise les créations d'autres pour vous fournir un résultat instantané. C'est pas de la création. Il y a des projets sur lesquels tu peux te prendre la tête de fou, il y a des morceaux, tu peux les enregistrer en 20 minutes et ça fait partie de la magie du truc, quoi. Le vrai gatekeeping, c'est celui des réseaux de diffusion, des institutions, de l'exposition, celui de l'accès aux œuvres aussi, parce qu'effectivement, c'est tout de même beaucoup plus facile d'écouter des musiciens produits, de voir des peintures exposées ou de regarder des films distribués que d'aller chercher soi-même des artistes indés qui n'ont pas pignon sur rue. Il faut aussi rappeler que la plupart des mouvements artistiques se sont créés en opposition à l'art institutionnel. Pour rester sur la musique, le blues, le jazz, le rock, le punk, le metal, le rap, tout ça là, c'est des genres populaires à la base, contestataires souvent,
contre l'ordre établi par des gens qui luttaient pour leurs droits. C'est pas parce que certains se sont embourgeoisés aujourd'hui que ça efface leur origine. Oui, je regarde particulièrement les métalleux avec leur matos à plusieurs milliers d'euros là. L'autre jour, je suis tombé sur cette image sur Blue Sky. Et c'est les meilleurs critères que j'ai jamais vus en fait. Dessinez dans vos cahiers, faites des sculptures en cire de Babybel, ce sera toujours plus stylé que de donner des ordres à un freelance virtuel. Et ce sera personnel. Si vous tapez, je sais pas, électropop, en fait, vous allez voir, ça va faire appel à une zone où il y a des espèces de moyennes comme ça. Et donc, ce que ça fait, c'est que, à l'inverse du droit d'auteur, par exemple, qui est basé sur la singularité d'une œuvre, qui est liée à la personnalité de l'auteur, etc. Donc, c'est exactement l'inverse, en fait, que ça fait. Parce que ça va chercher tout ce qui est commun, les similitudes. Et donc, c'est exactement l'opposé. Comme démarche. C'est-à-dire que l'IA ne va pas chercher la singularité dans une œuvre, elle va chercher ce qui est commun aux autres. Je pense que les humains sont quand même câblés pour avoir envie d'entendre quelqu'un d'humain qui partage la même expérience. Ça me fait pas plus peur que ça. L'IA en général produit des outils excellents et vous avez le droit d'apprécier des trucs produits par IA. C'est pas le sujet. Mais c'est pas la même chose que de dévouer des années de sa vie à un truc. On n'a pas tous le temps. Alors, je parle pas de peindre 10 heures par jour jusqu'à devenir un grand maître. Je parle de juste vouloir créer des trucs soi-même. D'ailleurs, on le voit bien, l'usage majoritaire d'IA générative pour générer des trucs de A à Z, c'est pour faire des mèmes ou les boîtes qui veulent pas payer des artistes. Genre toutes les villes qui font des affiches moches parce que ça coûte rien. Et ça, c'est ça en fait, le fond du problème. Le but de cette technologie, c'est pas la création, c'est la rentabilité, la production. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui inondent les plateformes de streaming avec des artistes et des œuvres générées de A à Z dans le seul but de farmer des écoutes et de l'argent. Et oui, en musique, je l'ai entendu plein de fois. Des gens qui me disaient « Ah, j'ai une trop bonne idée de chanson, mais je vais pas m'amuser à apprendre des instruments, quoi. » Donc, voilà, là, c'est facile. Je peux la chanson que j'ai dans la tête, hop, je peux la faire. Bah ouais, mais alors du coup, c'est quoi l'intérêt, en fait? Parce que jouer de la musique, c'est un plaisir aussi. C'est apprendre à jouer d'un instrument. À la base, on dit qu'on fait des métiers passion, parce que c'est censé justement être passionnant à faire. Si tu retires la phase qui est passionnante, il reste que la phase qui est commerciale. Et du coup, c'est plus de l'art que tu fais. Je le redis, parce que c'est important de le redire, je parle de créer des œuvres de A à Z. L'IA comme outil, j'ai un avis arrêté, mais je peux comprendre l'usage de certains. C'est un truc de plus qui peut participer à votre processus créatif. C'est pas spécialement mon avis perso, mais c'est une vision qui existe et elle est différente de juste débarquer, faire des demandes et dire qu'on a créé un truc. C'est pas une tech de rageux qui a mis des années dans un truc et qui voit des gens débarquer de nulle part et faire pareil en quelques secondes. La différence, c'est le but, la création versus le résultat. On peint pas pour avoir des tableaux. On fait pas de la musique pour écouter nos propres morceaux. On le fait parce qu'on aime peindre, parce qu'on aime jouer, parce qu'on aime danser, parce qu'on aime raconter des histoires. L'art, c'est pas la quête de résultat, c'est la quête de création. Et vous sous-estimez pas vous-même non plus, il n'y a pas besoin d'être reconnu ou de pratiquer depuis des années. On crée tous, et vos pratiques artistiques font aussi de vous des artistes, peu importe les considérations. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais qui ne le disent pas forcément, qui ont des formes à eux aussi d'écriture. Certains écrivent leurs rêves, mais peut-être que effectivement il y a moins de gens qui font ce geste de la mise en forme. Et c'est là où, effectivement, ensuite, ça peut être édité, potentiellement. J'ai surtout parlé des artistes, mais le public aussi a sa place dans la discussion. La définition du début de la vidéo, c'était que l'art, c'est une production humaine qui génère des émotions. L'art généré par IA peut aussi provoquer des émotions. Je dis absolument pas le contraire. Quand j'ai ouvert Suno pour notre petit projet là, je suis tombé sur un essai que j'avais fait quand l'appli venait de popper. Alors, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait et c'était surtout utilisé pour des mèmes, comme je disais tout à l'heure. Et ce projet, c'était une chanson à propos d'un de mes chats, Balthazar, qui est plus parmi nous aujourd'hui. C'était un petit chat hyper peureux, mais super courageux quand même. Et j'avais prompté une chanson à la Noah là-dessus. Et retombé sur le fichier, sans même l'écouter, ça m'a fait quelque chose en vrai. Et je suis certainement pas le seul, la musique générée par IA est utilisée pour des thérapies, pour aider des patients avec des troubles mentaux par exemple. Il y a des usages positifs, mais en vrai, il y a aussi une part d'affect. On aime un artiste pour ce qu'il aura
à raconter avec son art, la manière dont il ou elle vit ses tripes, et partage avec nous comment ça résonne avec notre propre vécu. Par définition, l'art, c'est subjectif. On a tous un avis de ce que c'est un bon film, un mauvais film. Mais en fait, ça veut rien dire parce que on n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Par exemple, un réalisateur comme Scorsese, évidemment que c'est un bon réalisateur. Évidemment qu'il fait des bons films. Moi, personnellement, je n'aime aucun film de Scorsese. Pas parce que c'est pas des bons films, mais parce que ça ne me touche pas. Ça ne raconte pas des histoires qui, moi, vont me parler personnellement. Donc après, je peux analyser l'aspect technique, analyser son style de réalisation, et oui, je vais dire, évidemment, c'est un bon réalisateur, mais moi, c'est pas ce qui me touche. Et à l'inverse, des choses qui, moi, me touchent, moi, ne vont pas plaire à d'autres gens. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu... quand on pose la question aux gens de c'est quoi leur film préféré, pour moi, on peut pas juger ce que c'est le film préféré de quelqu'un. Parce que c'est lié à plein de trucs. L'art, la créativité, c'est pas un truc éthérique qu'on a ou qu'on n'a pas. Le talent, ça n'existe pas. C'est juste la somme de votre travail. Que les gens aiment ou pas ce que vous faites, comme on l'a vu depuis je sais pas combien de temps dans cette vidéo-là, c'est pas une histoire de si ce que vous faites, c'est bon ou pas. Là, c'est juste ça, la création, dans les limites de votre imagination. Peu importe le résultat. Bref, continuez de créer, même si vous trouvez ça nul, moche, on s'en fout en fait, c'est le processus d'une vie. On apprend en permanence, ça crée des communautés qui échangent, collaborent, que ce soit en vrai ou sur internet. Peu importe ce que vous créez, peu importe ce qu'on vous dit, votre art est légitime parce que c'est le vôtre. Vouloir contourner toute la partie création pour foncer sur un résultat jetable et interchangeable parce que c'est ça qui vous intéresse, vous avez le droit, hein. Mais on parle pas de la même chose du coup. L'art, il est pas mort. L'art, il s'est jamais aussi bien porté. Ce qui est en danger, c'est surtout le fait que des artistes puissent vivre de leur art et de leurs œuvres. L'art, lui, il mourra quand on aura tué les derniers artistes. Si vous voulez encourager la création, soutenez les artistes que vous aimez, ne serait-ce qu'avec des commentaires, des messages d'encouragement, faites-leur savoir que vous aimez ce qu'ils font. Je pense que l'art, la musique, l'art en général, c'est quand même un truc qui est important, c'est important de le faire bien, c'est important de le faire sincèrement. C'est tout plein de petites bouteilles à la mer qu'on envoie pour soit s'entre-rassurer, pour se connecter les uns aux autres, tu vois, machin. Des fois, on se sent un peu ridicule de faire de la musique, je te dis, dans un monde qui brûle de partout. Et en même temps, tu te dis, si c'est ça, entre guillemets, mon don, si c'est ça, ma vocation, si c'est machin, c'est que ça a quand même quelque part un sens. Donc on le fait à fond. Et puis, après, c'est Dieu qui donne, hein. C'est beau. Enfin, bref. Case